Dans le monde souterrain de la finance à enjeux élevés, une signature vaut plus qu'une vie. Un mardi pluvieux en octobre 2023, Dante Casero, le chef par intérim du syndicat du crime de New York, était à 3 secondes de signer pour 150 millions de dollars pour une pile d'obligations aux poteurs italiennes frauduleuses. Le FBI ne l'a pas arrêté. Ses gardes du corps n'ont pas remarqué. L'homme qui a sauvé le prédateur le plus dangereux de la ville était une serveuse de 24 ans nommée Sofia, qui essayait juste de remplir son eau. Elle se pencha, regarda le document et murmura 5 mots dans un dialecte si rare que seulement 3 personnes dans cette pièce le comprenaient. Ces 5 mots n'ont pas seulement sauvé une fortune, ils ont commencé une guerre. Ceci est l'histoire de la serveuse qui en savait trop. Pour comprendre à quel point Dante Casero était près de tout perdre, vous devez comprendre le cadre. Ce n'était pas un accord de ruelle. Cela se passait à la salle d'Obsidienne, un restaurant de grillades réservé aux membres à Tribeca, où la bouteille de vin la moins chère coûte plus qu'une Honda Civic. C'était le 14 octobre. L'humidité à New York était étouffante, mais à l'intérieur, l'air était conditionné à un frais 68 degrés. Dante Casero était assis dans le box d'angle. Table 9, celle avec la vue directe sur l'entrée et la cuisine, choisie stratégiquement pour la sécurité. Dante n'est pas le chef de la mafia de votre grand-père. Il ne porte pas de survêtement. Il porte du Tom Ford sur mesure, détient un MBA de Wharton et dirige Casero Logistics, un empire de transport maritime qui déplace des marchandises légitimes le jour et blanchit le flux de trésorerie du syndicat la nuit. Il a 34 ans, impitoyable et terrifiantement intelligent. Assis en face de lui était un homme nommé Silas Vane. Silas Vane était un fantôme dans le monde bancaire. Il était un courtier pour le marché gris. Aristocrate de vieille richesse essayant de liquider des actifs sans alerter les autorités fiscales. Vane était poli, aux cheveux argentés, et sointant le genre de confiance qui vient de n'avoir jamais été frappé au visage. Les obligations sont authentifiées, Monsieur Casero, dit Vane, faisant glisser un lourd porte-document en cuir sur la table en acajou émis par la Banco de Sicilia en 1947. Obligation aux porteurs ère de la reconstruction. Celui qui détient le papier possède l'or. 150 millions payables sur présentation à Zurich. Dante n'avait pas encore touché les papiers. Il prit une gorgée de son pain noir. Il cherchait un moyen de garer un afflux massif de liquidités avant qu'un audit fédéral ne frappe son entreprise de logistique. Ses obligations étaient le véhicule parfait, portable, intraçable et historiquement précieuse. « Mon équipe a examiné les scans numériques », dit Dante. Sa voix un baryton bas qui portait la peine sur le cliquetis de l'argenterie. « Mais je veux voir les filigranes physiques. » Naturellement, Vane ouvrit le porte-document. À l'intérieur gisaient 3 feuilles de parchemin, jaunies par l'âge, couvertes de calligraphie italienne complexe et de timbres officiels. Elles sentaient la poussière et le vieil argent. À l'œil non averti, c'étaient des chefs-d'œuvre. Pour Dante, qui avait grandi en parlant italien avec sa grand-mère, ils avaient l'air légitimes. Entrez, Sofia. Sofia, nom de famille retenu de la liste des employés pour des raisons de sécurité, bien qu'elle se faisait appeler Richie sur ses formulaires fiscaux, était invisible. C'était son super pouvoir. Elle avait 24 ans avec des cheveux noirs tirés en un chignon sévère et un uniforme 2 tailles trop grand, cachant délibérément sa silhouette. Elle gardait la tête baissée. Elle bougeait silencieusement. Elle était la serveuse parfaite parce qu'elle n'existait pas. Mais Sofia n'était pas juste une serveuse. Elle était une doctorante en linguistique à l'Université de Columbia, qui avait perdu son financement 3 mois auparavant à cause d'un scandale départemental avec lequel elle n'avait rien à voir. Elle était fauchée, désespérée, et travaillait des doubles quarts pour payer le loyer à Attoria. Plus important encore, sa thèse portait sur les dialectes siciliens et la syntaxe administrative de l'après-guerre. Vous n'auriez littéralement pas pu scénariser une pire serveuse pour que Silas Vane la rencontre.
Sophia s'approcha de la table neuve avec une image d'eau glacée. Elle savait qui était Dante Cassaro. Tout le monde dans le restaurant le savait. Le personnel avait été briefé. Ne le regardez pas dans les yeux. Ne parlez pas à moins qu'on ne vous parle. Remplissez le verre avant qu'il n'atteigne la marque de la moitié. Elle se déplaça pour verser de l'eau dans le gobelet en cristal de Dante. Alors qu'elle se penchait, ses yeux se posèrent sur la table. C'était un réflexe. Elle lisait tout. Menu, reçu, messages textes sur les téléphones laissés face visible. Son regard se posa sur le document central. Certificato de obligation, Palmo, 1947. Elle figea. L'image d'eau planait en plein air. Le texte sur l'obligation était beau, c'était majestueux, et c'était impossible. Son cœur martelait contre ses côtes. Elle devrait s'éloigner. C'était Dante Cassaro. Si elle l'embarrassait ou si elle interrompait un accord, elle pourrait perdre son emploi ou pire. Elle connaissait les histoires. Les gens qui agaçaient la famille Cassaro avaient une tendance à avoir des accidents. Mais Sophia avait un défaut. Elle ne pouvait pas supporter la mauvaise grammaire et qu'elle ne pouvait certainement pas supporter un mensonge. Dante tendit la main dans la poche de sa veste et en sortit un stylo plume. La résine noire attrapa la lumière. Il le décapsula. Silas Vane souriait, un sourire prédateur serré. Il regardait le stylo. Dante plaça la pointe du stylo sur la ligne de transfert. Sophia ne pensa pas. Elle agit par instinct. Questo falso, elle murmura. Le son était à peine audible, mais dans la bulle de tension autour de la table, cela sonna comme un coup de feu. Dante s'arrêta. Le stylo planait à des millimètres du papier. Il ne leva pas les yeux immédiatement. Il figea juste. Silas Vane cligna des yeux, son sourire hésitant. « Excusez-moi. » Vane lui lança, son accent coupant les voyelles. « Nous sommes en réunion. Laissez-nous. » Dante leva lentement la tête. Il ignora Vane. Il regarda directement la serveuse. Pour la première fois, il la vit réellement. Il vit les yeux bruns terrifiés, les jointures blanches agrippant l'image d'eau, le léger tremblement de sa lèvre. « Qu'avez-vous dit ?» demanda Dante. Sa voix était terrifiantement calme. Sophia déglutit difficilement. Sa gorge était comme du papier de verre. Elle réalisa qu'elle venait de s'éloigner d'une falaise. Il n'y avait pas de retour en arrière. « J'ai dit que c'est faux, » dit-elle, passant à l'anglais, sa voix tremblante mais claire. « Ce document, c'est un faux. » Vane rit, un son d'aboiement rude. « C'est absurde. Dante, votre personnel est ivre. Sortez-la d'ici. » Dante ne quitta pas Sophia des yeux. « Posez-l'eau, » ordonna-t-il. Elle posa l'image sur la table avec un cliquetis. « Expliquez, » dit Dante. « Vous avez 10 secondes. » Sophia prit une respiration. Elle pointa un doigt tremblant vers le 3e paragraphe de l'obligation. « Le document est daté de 1947, émis à Palmo, dit-elle, son cerveau d'érudite prenant le dessus sur la peur. Le texte est écrit dans un dialecte bureaucratique formel. Mais regardez ici la clause concernant les droits du porteur. Il utilise la phrase à garance duty. C'est une phrase juridique italienne standard. Alors, Vane ricana, c'est un document légal. Non, dit Sophia, gagnant en vitesse. En 1947, les documents administratifs régionaux de la Sicile, spécifiquement les obligations financières émises par la Banco de Sicilia, n'utilisaient pas l'italien standard pour cette clause spécifique en raison des statuts séparatistes de l'époque. Ils utilisaient le vernaculaire juridique sicilien. Ils devraient dire pigurante duty ou utiliser la syntaxe Paliano spécifique de cette année-là. Elle regarda Dante. Et il y a une chose de plus, le timbre à l'encre en bas, il dit Rayon Siciliana. Mais en 1947, pendant le gouvernement provisoire des mois, avant que la Constitution ne soit entièrement ratifiée en 1948, le timbre officiel pour les obligations était Alto Cesariato. Ce document utilise un timbre qui n'a été créé qu'en 1952. Silence, silence suffocant absolu.
Sophia réalisa qu'elle transpirait. « Celui qui a fait ça, murmura-t-elle, a utilisé une version de l'histoire de Google Translate. Ils n'ont pas vérifié les archives régionales. » Dante Casaro tourna lentement la tête. Il regarda de la serveuse terrifiée à la feuille de papier poli. Puis il regarda Silas Vane. La couleur avait fui le visage de Vane. Une petite perle de sueur coula le long de sa tempe. L'arrogance était partie, remplacée par la peur primale d'un homme qui réalise que le lion s'est réveillé. « A-t-elle raison, Silas? » demanda Dante doucement. « C'est une serveuse, Dante. » Vane balbutia, se levant, sa chaise raclant bruyamment contre le sol. « Elle ment. Elle travaille probablement pour la potence. C'est fou. Je représente les plus anciennes familles bancaires et... » Dante bougea si vite que Sophia ne le vit même pas arriver. Un instant, Dante était assis. L'instant suivant, il avait bondi à travers la table. Il attrapa Silas Vane par les revers de son costume à $3,000 et le claqua de nouveau dans le box. La table trembla. L'image d'eau bascula, renversant de l'eau glacée sur toutes les obligations. L'encre sur le document de 1947 ne tint pas. La vraie encre vintage se lie aux fibres. Cette encre, colorant à jet d'encre moderne, commença à saigner immédiatement, transformant l'obligation inestimable en un désordre violet et flou. Dante regarda l'encre qui saignait. Puis il regarda Vane. « Jet d'encre, marmonna Dante. Vous avez essayé de me vendre un mensonge de 150 millions de dollars imprimé sur une Epson. » Vane allaita pour de l'air, ses yeux exorbités. « Dante, s'il vous plaît, je peux expliquer. J'ai été forcé. » Dante le relâcha avec une poussée de dégoût. Il se leva, lissant sa veste. Il fit signe à deux grands hommes debout près du bar. Son détail de sécurité, Rocco et Léo. « Emmenez M. Vane à la cuisine, » dit Dante, sa voix vide d'émotion. « Il a beaucoup à expliquer. Utiliser le casier à viande, c'est insonorisé. » Alors que Rocco et Léo traînaient une veine de Silus qui donnait des coups de pied et criait vers l'arrière du restaurant, les autres convives fixaient, fourchettes suspendues en plein air. Dante se retourna vers Sophia. Elle serrait d'un plateau contre sa poitrine, l'air de vouloir se dissoudre dans le sol. Dante s'approcha d'elle. Il la dominait. Il sentait le bois de santal et l'huile de pistolet. « Quel est votre nom? » demanda-t-il. « Sophia, couina-t-elle. « Sophia, répéta-t-il, testant le mot. « Vous parlez parfaitement le dialecte perméano. Vous connaissez l'histoire du mouvement séparatiste de 1947 et vous servez des enjeux pour le salaire minimum. Je suis une étudiante, balbutia-t-elle. Étais-je été une étudiante? Dante regarda les documents ruinés, puis de nouveau elle. Vous venez de me sauver 150 millions de dollars, Sophia. Et vous avez humilié un homme qui me mentait depuis 6 mois. Il tendit la main dans sa poche, sortit une carte de visite et la glissa dans la poche de son tablier. Le quart est fini, dit Dante. Venez avec moi. Quoi? Sophia recula d'un pas. Je ne le peux pas. Mon manager. Je viens d'acheter le restaurant, dit Dante, ne rompant pas de contact visuel. Votre manager travaille pour moi maintenant, et vous aussi. Il se tourna et marcha vers la sortie. Allons-y, Sophia. Nous devons découvrir qui a engagé M. Vane avant qu'il ne réalise qu'il a échoué. Sophia se tint là, les sons de la porte de la cuisine claquant derrière la veine de Silus résonnant dans ses oreilles. Elle regarda la carte dans sa poche. Elle était noire avec un unique lion doré en relief. Elle avait 2 choix. Courir par la porte arrière et espérer que Dante Casaro oublie qu'elle existait, improbable, ou suivre l'homme le plus dangereux de New York sous la pluie. Elle retira son tablier, le jeta sur la table mouillée et le suivit. Le trajet du restaurant au quartier général de Dante Casaro était une étude de privation sensorielle. La voiture était une Mercedes Maybach blindée sur mesure.
L'intérieur insonorisé si efficacement que la pluie torrentielle de New York à l'extérieur sonnait comme un murmure lointain. Sophia était assise sur le bord du siège en cuir crème, tremblant. Il ne faisait pas froid, mais le crash d'adrénaline la frappait fort. En face d'elle, Dante était au téléphone, parlant en italien à tir rapide. Il ne criait pas. C'était la partie effrayante. Il donnait des ordres d'exécution avec le même ton qu'on pourrait utiliser pour commander une pizza. Vérifiez son appartement. Si le disque dur est scripté, apportez toute la tour et découvrez à qui Vane a parlé au cours des dernières 48 heures. Je me fiche si vous devez soudoyer le transporteur. Faites-le. Il raccrocha et jeta le téléphone sur le siège. Il regarda Sophia. Vous tremblez, observa-t-il. Je viens de vous voir faire traîner un homme dans un casier à viande, répondit Sophia, sa voix tremblante mais défiante. Et maintenant je suis dans une voiture avec un homme que le FBI appelle le prince de Téflon. Je pense que trembler est une réponse rationnelle. La lèvre de Dante tressaillit. Un fantôme de sourire. Vous lisez les journaux. C'est bon. L'intelligence est utile. La peur est utile. La panique ne l'est pas. La voiture entra dans le garage souterrain d'un gratte-ciel de verre à Midtown, la tour Aurelius. Dante possédait les 3 derniers étages. Ils contournèrent le hall, prenant un ascenseur privé qui nécessitait un scan rétinien pour s'ouvrir. Quand les portes s'écartèrent, Sophia allaita. Le penthouse n'était pas une maison. C'était une forteresse de verre et d'acier flottant au-dessus de la grille de la ville. La vue était à couper le souffle, mais l'atmosphère était froide. « Asseyez-vous. » Dante désigna un canapé en velours noir au centre du salon. Il marcha vers un bar humide et versa 2 verres de liquide ambré. Il lui en apporta un. « Cognac. Buvez-le. Cela arrête le tremblement. » Sophia prit le verre. Elle ne but pas. « Suis-je une prisonnière? » « Cela dépend. » Dante s'assit dans le fauteuil en face d'elle, penché en avant, les coudes sur les genoux. Le prédateur était de retour. « Qui êtes-vous, Sophia Ricci? Vous prétendez être une étudiante. Ma vérification des antécédents, qui vient de se terminer il y a 2 minutes, dit que vous n'existez pas avant 2018. Pas de certificat de naissance à New York, pas de réseaux sociaux. Vous êtes apparu de nulle part à 18 ans, inscrite à Columbia, et avez maintenu une moyenne de 4.0 jusqu'à votre expulsion il y a 3 mois. Sophia se raidit. Je n'ai pas été expulsé, j'ai été forcé de partir. Sémantique. Dante agita sa main. Le fait est que vous êtes un fantôme tout comme Silas Vane, ce qui me fait me demander, ce soir était-ce un coup monté? Avez-vous mis en scène l'intervention pour gagner ma confiance? Sophia claqua le verre sur le sous-verre. Le son résonna dans la pièce massive. « Je vous ai sauvé parce que je déteste les menteurs, » claqua-t-elle, sa colère l'emportant sur sa peur. « Et je sais pour les obligations parce que mon père est mort de n'en tenant une. » Dante resta immobile. « Expliquez. » Sophia regarda vers la fenêtre pluvieuse. « Mon père était un archiviste à Palmo. Il a passé sa vie à préserver l'histoire. Il y a 10 ans, un homme vint à lui, Américain. Un Américain, il voulait une authentification pour une pile d'obligations de guerre. Mon père les valida. Il ne savait pas que l'homme avait échangé les originaux contre des faux après de l'inspection. Quand les acheteurs réalisèrent qu'ils avaient acheté des faux, ils n'allèrent pas après l'Américain. Ils allèrent après l'authentificateur. Elle prit une respiration tremblante. Ils ont brûlé notre maison avec lui à l'intérieur. J'avais 14 ans. Je me suis échappé par la fenêtre de la cave. Je suis venu en Amérique, j'ai changé mon nom et je me suis promis d'apprendre tout ce qu'il y avait à savoir sur la falsification de documents afin que personne ne puisse plus jamais me mentir. Elle regarda de nouveau Dante, ses yeux brûlants. « Je ne vous ai pas sauvé pour vous, Monsieur Casero. Je vous ai sauvé parce que Silas Vane est exactement le genre d'homme qui a tué mon père. » Dante l'étudia longtemps. Le silence s'étira, lourd et électrique.
Il vit le chagrin dans ses yeux, bruts et non polis. C'était la seule chose que vous ne pouviez pas falsifier. L'homme qui a tué votre père, dit Dante doucement. Connaissez-vous son nom? Non, juste un surnom mentionné par le dossier de police. Le courtier. Les yeux de Dante se rétrécirent. Il se leva et marcha vers la fenêtre, regardant la ville. Le courtier, j'ai entendu ce nom. C'est un mythe dans le monde souterrain, un intermédiaire qui connecte les cartels aux banques. Il se tourna de nouveau vers elle. Si Silas Vane essayait de faire passer ses obligations, il travaillait probablement pour le courtier, ce qui signifie que nous avons un ennemi commun, Sophia. Il tendit une main. Vous avez besoin de protection. J'ai besoin d'un expert en documents forensiques qui n'est pas sur la paie du FBI. Le travail paye 10 000 par semaine. Vous vivez ici. Vous ne quittez pas ce bâtiment sans mon équipe de sécurité et vous m'aidez à trouver le courtier. Sophia regarda sa main. C'était un pacte avec le diable, mais c'était aussi une chance de vengeance. Elle se leva et lui serra la main. Sa poigne était chaude, rugueuse et solide. « J'ai des conditions, dit-elle. Dante leva un sourcil. Vous n'êtes pas en position de négocier. Mais amusez-moi, je veux l'accès à vos archives. Si nous trouvons cet homme, je veux être celle qui traduira les preuves. Je veux savoir qu'il est fini. » Faites, dit Dante. Bienvenue dans la famille Sophia. Les 48 heures suivantes furent un flou de caféine, de fichiers cryptés et la terrifiante réalisation que Sophia vivait maintenant au centre d'un empire criminel. Dante n'était pas juste un chef de la mafia. Il était un PDG de violence. Il dirigeait son organisation comme une entreprise de Fortune 500. Briefing matinaux, déclaration de profits et pertes, coordination logistique. Sophia fut installée dans une chambre d'amis qui était plus grande que tout son appartement, mais elle passa la plupart de son temps dans la salle de guerre, un bureau insonorisé rempli de serveurs et de moniteurs. C'était mercredi soir quand ils eurent la percée. Rocco, chef de la sécurité de Dante, un homme qui ressemblait à être sculpté dans le granit, entra avec un disque dur. « Nous avons craqué le téléphone de Vane. Il a effacé les textes, mais nous avons récupéré les mémos vocaux. » Dante fit signe à Sophia de mettre le casque. « Écoutez, dites-moi ce que vous entendez. » Sophia ajusta le casque. Dante se tint derrière elle assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur rayonnant de lui. C'était distrayant, mais elle se força à se concentrer. L'audio était granuleux. C'était un enregistrement d'un appel téléphonique que Vane avait fait des heures avant la réunion au restaurant de grillade. « Le poisson est à l'hameçon, dit la voix de Vane. Kayser ne suspecte rien. Le papier est vieilli parfaitement. » Puis une deuxième voix répondit. Elle était distordue, profonde et mécanique, mais la cadence était distincte. « Ne le sous-estimez pas. Cassaro est un loup. S'il sent l'encre, vous êtes mort. Faites l'échange et arrivez au point d'extraction à l'aéroport de Teterboro, vol 764. » Sophia rejoint le clip. Elle ferma les yeux. Elle isola les voyelles de la voix distordue. « Rejouez-le, murmura-t-elle. Elle écouta la façon dont l'homme mystérieux prononçait le mot Cassaro. Il ne disait pas Cassaro comme un Américain. Il disait Cassaro avec un léger accent sur la première syllabe. Et le R était roulé mais doucement. « Français » dit Sophia ouvrant ses yeux. « Français » demanda Dante. « Êtes-vous sûr? Positive » Sophia tapa rapidement sur son clavier, tirant une carte linguistique. Il parle anglais, mais la procédure autour de Nice ou Marles, et il a utilisé le mot « extraction ». C'est de la terminologie militaire. Elle se tourna pour faire face à Dante. « Votre homme mystérieux n'est pas un banquier, il est ex-militaire, probablement légion étrangère française opérant depuis la côte méditerranéenne. » Dante regarda Rocco. « Qui connaissons-nous à Marseille qui traite la fraude haut de gamme? » Rocco fronça les sourcils. Les Corsacans tiennent Marseille, mais ils ne se mêlent généralement pas aux familles de New York. À moins qu'ils n'aient été engagés, termina Dante.
Les doigts de Sophia volèrent sur le clavier. Vol 774, Teterboro. Si Vine était censé être sur ce vol, nous pouvons suivre le numéro de queue. Elle pirata le registre de vol public. Cela lui prit 3 minutes. Ici, numéro de queue N459 GH enregistré auprès d'une société écran dans le Delaware. Blue Heron Holdings. Le visage de Dante devint sombre. Blue Heron, il jura doucement. Vous le connaissez? Demanda Sophia. C'est une société de portefeuille utilisée par le sénateur Arthur Sterling, dit Dante, sa voix tombant à un grognement dangereux. Il est le président du comité bancaire du Sénat. Il est censé être le gars qui réprime le blanchiment d'argent. Donc, un sénateur américain engage un mercenaire français pour vendre de fausses obligations à la mafia italienne. Sophia résuma son esprit chancelant. Cela ressemble à un piège. Dante dit, ce n'était pas à propos de l'argent. Les obligations étaient cuites. Si j'avais signé cet accord, Sterling aurait eu la preuve que je déplaçais des capitaux illégaux. Il m'aurait perquisitionné au moment où l'argent a été transféré. Il regarda Sophia avec une nouvelle intensité. Ce n'était plus seulement du respect, c'était de l'admiration. Vous ne m'avez pas juste sauvé de l'argent, Sophia. Vous m'avez sauvé de la prison fédérale. Il se pencha, plaçant ses mains sur les bras de sa chaise, la piégeante. Son visage était à quelques centimètres du sien. Elle pouvait voir les flexions d'or dans ses yeux sombres. « Nous devons passer à l'offensive, » dit Dante. Le sénateur Sterling organise un gala samedi soir au Metropolitan Museum, une levée de fonds caritative. « Alors ?» Sophia demanda, son souffle s'accrochant. « Alors ?» Dante sourit. « Nous y allons. Silas Vane est porté disparu. Alors Sterling ne sait pas encore que l'accord a échoué. Il pense que je suis ruiné. Je veux voir l'expression sur son visage quand je franchirai la porte d'entrée. »« Nous » Sophia Quina, je ne peux pas y aller seul. Cela a l'air suspect. J'ai besoin d'une date. Quelqu'un qui peut se fondre, qui parle 3 langues et qui peut repérer un menteur de l'autre côté de la pièce. Il tendit la main et glissa une mèche de cheveux lâches derrière son oreille. Son toucher était électrique, envoyant une secousse directe à son estomac. « Préparez-vous, Sophia, vous allez avoir besoin d'une robe. » La transformation de Sophia Richie fut méthodique et chère. Dante ne l'envoya pas dans un salon. Il amena le salon au penthouse. Une équipe de 3 stylistes passa 4 heures à épiler, polir et peindre. Quand ils eurent fini, Sophia se regarda dans le miroir pleine longueur. La femme qui la regardait en retour était une étrangère. Elle portait une robe sur mesure en soie bleu nuit qui s'accrochait à ses courbes comme une seconde peau, avec une fente qui montait dangereusement haut sur sa cuisse. Ses cheveux cascadaient en douces vagues sur une épaule. Autour de son cou se trouvait un collier ras du cou en diamant qui coûtait probablement plus que la bibliothèque universitaire où elle avait l'habitude d'étudier. « Parfait !» dit une voix depuis l'embrasure de la porte. Dante se tenait là, portant un smoking qui lui allait avec une précision mortelle. Il marcha vers elle, se tenant derrière son reflet dans le miroir. Il ressemblait à un couple puissant sur la couverture d'un magazine. Sombre, dangereux et beau. Ceci, il toucha les diamants à sa gorge, contient un microphone. Rocco sera dans la camionnette dehors écoutant. Si vous avez des ennuis, dites le mot champagne. Je suis nerveuse, admit Sophia. Je suis une serveuse, Dante. Je ne sais pas comment parler au sénateur. Vous êtes plus intelligente que chaque personne dans cette pièce, murmura Dante à son oreille. Soyez juste vous-même, observez, traduisez et tenez mon bras. Le Metropolitan Museum of Art était fermé au public, transformé en une salle de bal scintillante. Le temple de Dendor était illuminé par un éclairage d'ambiance violet. Des serveurs circulaient avec des plateaux de caviar. L'air sentait le parfum cher et l'hypocrisie. Quand Dante Casaro entra avec Sophia à son bras, la pièce devint silencieuse, les têtes se tournèrent, des chuchotements commencèrent derrière les mains.
Dante marcha avec une arrogance facile, guidant Sophia à travers la foule. Il est là, marmonna Dante, hochant la tête vers un groupe d'hommes près des statues égyptiennes. Le sénateur Arthur Sterling était un grand homme avec un visage rouge et un faux sourire. Il riait fort à une blague. Dante s'approcha de lui. Sénateur, charmante soirée. Sterling se tourna. Pendant une fraction de seconde, son masque glissa. Un choc véritable traversa ses yeux. Il semblait avoir vu un fantôme. Monsieur Cassero, Sterling balbutia, se reprenant rapidement. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. J'ai entendu dire que vous étiez pris avec des affaires. Les affaires sont en plein essor, dit Dante doucement. J'aimerais que vous rencontriez ma fiancée, Sophia. Sophia tendit sa main. Un plaisir, sénateur. Sterling prit sa main, sa paume moite. Fiancée, je ne savais pas que vous vous installiez, Dante. Sophia est spéciale. Dante sourit, un sourire aigu, dangereux. Elle a un œil incroyable pour le détail. Elle m'a récemment aidé à éviter un très mauvais investissement. Des obligations contrefaites de 1947. Pouvez-vous imaginer? Quelqu'un a essayé de les faire passer pour des vrais. Sterling devint pâle. Il les rit nerveusement. Le marché est plein de requins, je suppose. En effet, ajouta Sophia, sa voix douce, il faut être prudent. On ne sait jamais quand un héron bleu pourrait voler dans le moteur. Sterling lâcha sa main comme si elle l'avait brûlée. Il la fixa terrifié. Il savait qu'elle savait. « Excusez-moi, marmonna le sénateur. J'ai besoin d'un verre. » Il courut pratiquement vers le bar. « Il court, murmura Dante à Sophia. Bon travail. »« Ce n'est pas le patron, » murmura Sophia en retour, se penchant vers Dante alors qu'il commençait à se balancer au rythme de la musique. « Avez-vous vu ses yeux? Il a regardé quelqu'un d'autre. Quand j'ai mentionné Blue Heron, il a vérifié pour approbation. »« Qui? » demanda Dante, la faisant tourner sur la piste de danse. « L'homme en costume gris près du pilier, celui avec une canne. » Dante regarda subtilement. L'homme était plus âgé, distingué, avec des cheveux argentés et des lunettes à monture métallique. Il les regardait avec un détachement froid et calculé. Sophia figea. Ses pieds s'arrêtèrent de bouger. « Sophia, » demanda Dante, resserrant sa prise sur sa taille. « Qu'est-ce que c'est? »« Je le connais, » murmura-t-elle, sa voix étranglée. « Qui est-il? »« C'est le professeur Hale, » dit-elle, tremblante. « Il était le doyen de mon département à Columbia. C'est lui qui m'a accusé de plagiat. C'est lui qui m'a fait expulser et mettre sur liste noire. » Dante la tira plus près, la protégeant de la vue. « L'homme qui a ruiné votre vie est à un gala de sénateur. Ce n'est pas juste un professeur, » réalisa Sophia, les pièces s'emboîtant dans son esprit avec une clarté horrifiante. Dante, il enseignait l'économie historique. Il est l'expert en finances européennes d'après-guerre. Il n'a pas seulement engagé quelqu'un pour fabriquer les fausses obligations. Il les a conçues. Cela avait du sens. Les erreurs de dialecte spécifiques, les timbres obscurs, c'était un travail académique. Hale est l'architecte. Dante réalisa que le courtier travaille pour lui. Soudain, la musique s'arrêta. Les lumières clignotèrent. Mesdames et messieurs, une voix retentit dans les haut-parleurs. C'était le professeur Hale debout sur le podium. Si je pouvais avoir votre attention, il regarda directement Dante et Sophia à travers la pièce. Il sourit, un sourire de grand-père qui n'atteignait pas ses yeux. « Nous avons un invité spécial ce soir, » dit Hale. « Monsieur Dante Cassero et sa charmante compagne. Je crois qu'un toast est de mise. » À ce moment, Sophia sentit une vibration dans son sac à main. C'était son téléphone. Un texte d'un numéro inconnu. Elle regarda l'écran. Texte. « Je sais que vous portez un micro, Sophia Ricci. Marchez vers la sortie et seul où je divulgue la vidéo de la mort de votre père à la presse. Vous avez 60 secondes. » Sophia haleta. Elle leva les yeux vers Hale. Il lui fit un signe de tête subtil. « Dante, » murmura-t-elle, « je dois aller aux toilettes. »
Pas maintenant, Dante dit, sentant la tension. Quelque chose ne va pas. S'il vous plaît, elle s'éloigna de lui. Juste, je reviendrai tout de suite. Elle ne pouvait pas lui dire. Si Hale avait une vidéo du meurtre de son père, cela pourrait montrer le visage du tueur. C'était la seule piste qu'elle avait. Sophia appela Dante après elle, mais elle disparaissait déjà dans la foule, se dirigeant vers la sortie est, directement dans la fosse aux lions. Dante la regarda partir, son instinct criant qu'elle marchait dans un piège. Il toucha son écouteur. « Rocco, bloquez les sorties est, personne ne part, et prenez la voiture. Nous allons avoir une discussion avec le professeur. » Mais alors que Sophia poussait les lourdes portes dans le couloir sombre de l'aile du musée, elle ne fut pas rencontrée par Rocker. Elle fut rencontrée par le canon froid d'un silencieux pressé contre son front. « Bonjour, ma chère étudiante. » La voix du professeur Hill vint des ombres. « Vous avez toujours été trop intelligente pour votre propre bien. L'heure de votre examen final. » Le canon du pistolet était froid contre la peau de Sophia, mais son esprit brûlait chaud. Le professeur Hale se tenait dans l'ombre du couloir de service des ailes égyptiennes, flanqué de 2 hommes en tenue tactique. Il avait l'air déplacé dans son smoking, un monstre déguisé en gentleman. « Vous auriez dû rester serveuse. » Sophia Hale soupira, ajustant ses lunettes de sa main libre. « Vous aviez une vie tranquille, invisible. Pourquoi avez-vous dû interférer avec mon fonds de retraite? »« Vous l'avez tué, » murmura Sophia, sa voix tremblante avec un mélange de terreur et de rage. « Mon père, vous étiez l'Américain qui lui a apporté les obligations. Votre père était un idiot têtu. » Hale ricana. « Je lui ai offert 10%. Il a menacé d'appeler le carabinier. Il manquait. Vision juste comme vous. » Il fit signe à ses gardes. « Emmenez-la à la camionnette. Nous finirons cela à l'entrepôt. J'ai besoin de savoir combien elle a dit à Casero. » Un des gardes attrapa le bras de Sophia, lui tordant l'épaule douloureusement. L'esprit de Sophia s'emballa. Le collier, le micro, elle devait déclencher le signal. Mais si elle criait champagne maintenant, il saurait. Elle devait être plus intelligente. Elle devait le tisser dans une phrase. Elle regarda Hale, forçant un regard de désespoir pathétique. « Attendez !» cria-t-elle, trébuchant alors que le garde la tirait. « S'il vous plaît, professeur, je ne lui ai rien dit. J'ai juste voulu l'argent en sueur. Je peux vous aider. Nous pouvons célébrer. Nous pouvons boire. Champagne à Paris. Laissez-moi juste partir. » Hale s'arrêta. Il rit. Un son rauque et sec. « Champagne, vous pensez pouvoir me soudoyer avec une fantaisie? Vous êtes vraiment pathétique. » Mais le mot était sorti. 3 secondes plus tard, la lourde porte de service métallique au bout du couloir explosa vers l'intérieur. Ce n'était pas un coup de pied. C'était une charge d'effraction. Le métal se déforma et s'envola de ses gonds avec un boom assourdissant. La fumée remplit le couloir étroit. À travers la brume, Dante Casero émergea. Il ne tenait pas de pistolet. Il tenait une mitraillette et il se déplaçait avec l'efficacité terrifiante d'un faucheur. « Lâchez-la !» rugit Dante, sa voix résonnant sur les murs de béton. Les gardes de Hale paniquèrent. L'un leva son arme, mais Dante fut plus rapide. 2 rafales contrôlées. Thip, fouette, Thip, coupe, et le garde s'écroula au sol. Le second garde attrapa Sophia, l'utilisant comme bouclier humain, pressant son pistolet contre sa tempe. « Reculez !» cria le garde. « Je la tuerai, je jure devant Dieu. » Dante figea. Il fit signe à Rocco de cesser le feu. Le couloir tomba dans un silence tendu et enfumé. L'alarme incendie commença à retentir au loin, un stroboscope rythmique de lumière coupant l'obscurité. Les yeux de Dante se fixèrent sur ceux de Sophia. Il n'avait pas l'air effrayé. Il avait l'air concentré. Il lui fit un signe de tête microscopique. « Baissez-vous. » Sophia n'hésita pas.
Elle piétina son talon haut sur le coup de pied du garde de toute sa force et projeta le poids de son corps vers le bas. Le garde hurla de douleur et relâcha réflexivement sa prise. Dans cette fraction de seconde, Dante tira. Le tir était impossible. Une seule balle passa l'épaule tombante de Sophia, frappant le garde directement au front. Il tomba comme une pierre. Sophia frappa le sol durement, se raclant les genoux. Le professeur Hale, voyant son muscle éliminé en moins de 10 secondes, se retourna et sprinta vers la sortie du quai de chargement. « Rocco, prenez Sophia !» cria Dante, enjambant le garde tombé et sprintant après Grail. Rocco était aux côtés de Sophia instantanément, la tirant vers le haut. « Mademoiselle Ritchie, êtes-vous touchée? » « Je vais bien. » Elle haleta, se débarrassant de ses talons pour pouvoir courir. « Allez, ne le laissez pas s'échapper. » Ils débouchèrent sur le quai de chargement juste à temps pour voir un SUV noir crisser en s'éloignant, les pneus fumant. Dante tira sur les pneus, mais le véhicule était blindé. Il disparut dans la nuit pluvieuse de New York. Dante jura, claquant sa main contre le mur de béton. Il se tourna de nouveau vers Sophia. L'adrénaline pompait toujours en lui, faisant gonfler sa poitrine. Il marcha vers elle, saisissant son visage dans ses mains. Son toucher était rude, possessif. Il la vérifia pour des blessures, ses yeux scannant chaque pouce de son visage. « Vous, grogna-t-il, est la femme la plus imprudente, intelligente, exaspérante que j'ai jamais rencontrée. » J'ai dit le mot de code, allaita-t-elle, ses mains agrippant les revers de son smoking. « Vous avez attendu d'avoir un pistolet sur la tête pour le dire, » cria Dante, bien qu'il n'y ait pas de colère dans ses yeux, seulement un soulagement terrifié. « J'ai cru vous avoir perdu. » Il la tira contre lui, la serrant contre sa poitrine. Pendant un instant, la pluie et les sirènes n'existaient pas. Il n'y avait que l'odeur de la poudre à canon et le battement frénétique de leur cœur. « Il s'est échappé, » marmonna Sophia dans sa veste. « Pas entièrement. » Dante recula, un sourire narquois sombre revenant sur son visage. Il leva un disque flash, argenté et élégant. « Qu'est-ce que c'est? » Il est tombé de la poche de Hale quand il a commencé à courir. Dante a dit qu'il avait si peur de mourir. Il a laissé tomber le travail de sa vie. Sophia regarda le disque, le grand livre. « Rentrons à la maison, » dit Dante, la guidant vers sa voiture en attente. « Nous avons de la lecture à faire. » L'atmosphère dans la salle de guerre de la tour Aurelius était suffocante. Il était 3 heures du matin. La pluie fouettait les fenêtres du sol au plafond. Dante, Rocco et Sophia étaient réunis autour de l'écran principal. Le disque flash argenté était branché. « C'est crypté », grogna Rocco, claquant son poing sur la table. « AES 256 bits de qualité militaire. Il faudrait un superordinateur 100 ans pour forcer cela par force brute. » L'écran montrait une simple invite de connexion. Pas de lien mot de passe oublié, juste un curseur clignotant et un indice. L'origine du mensonge. Dante regarda Sophia. Elle était enveloppée dans une épaisse couverture de laine, tenant une tasse de thé, fixant l'écran. Elle le fixait depuis 20 minutes. L'origine du mensonge, répéta Dante, c'est une énigme. Hale est un universitaire, murmura Sophia, son esprit dérivant vers les amphithéâtres de Columbia. Il pense qu'il est plus intelligent que tout le monde. Il utilise la connaissance comme une arme. L'origine du mensonge. Dans sa classe, il a toujours enseigné que le premier grand mensonge financier n'était pas une obligation. C'était une erreur de traduction. Elle se leva, se débarrassant de la couverture. Elle marcha vers le clavier. Il était obsédé par la banque Médicis, Sophie a dit, tapant. Spécifiquement, un grand livre de 1392 où un zéro fut ajouté à un bilan pour cacher un déficit. Il l'appelait l'erreur dorée. Elle tapa erreur dorée. Accès refusé. Merde! Sophia siffla. Pensez comme lui, Dante dit, debout derrière elle, sa main posée sur le dossier de sa chaise.
Il a tué votre père pour une obligation sicilienne. Il a essayé de me vendre une obligation sicilienne. Son obsession est la Sicile. Les yeux de Sofia s'écarquillèrent. L'obligation qu'il vous a montrée. A montré la fausse. Elle avait une date, le 14 octobre 1947. Là, Rocco demanda. Le 14 octobre 47 n'est pas juste une date aléatoire, Sophia dit, ses doigts planant au-dessus des touches. C'était le jour où l'Assemblée régionale de Sicile a voté le statut spécial, la loi qui a donné l'autonomie à l'île. Mais Hale a toujours soutenu dans sa thèse que le vote était truqué. Il l'appelait le statut bâtard. Elle le tapa en italien, perdu statuto bastardo. Accès refusé. Une tentative restante, Rocco avertit. Si vous vous trompez, le disque s'efface lui-même. La pièce devint silencieuse de mort. La pression était physique. 150 millions de dollars, les preuves du meurtre de son père et leur vie, tout suspendu à une seule phrase. Sophia ferma les yeux. Elle pensa à Hale. Elle pensa à son arrogance. Elle pensa au moment au restaurant quand elle repéra la falsification. Il a utilisé le mauvais dialecte, murmura-t-elle sur l'obligation. Il a utilisé un Granzia duty au lieu de Pigaranti duty. Elle ouvrit les yeux. Il n'a pas fait d'erreur, il l'a fait exprès. C'était sa signature. Une moquerie cachée des gens qui l'arnaquaient. Le mot de passe n'est pas la vérité. Le mot de passe est le mensonge lui-même. Elle tapa la phrase grammaticalement incorrecte de la fausse obligation. Agaron's duty. Elle appuya sur Entrée. L'écran clignota vert. Accès accordé. Des fichiers commencèrent à cascader sur l'écran. Comptes bancaires au Caïman. Paiement du sénateur Sterling. Plan pour les fausses obligations. Et un dossier nommé Loose Dunn cliqua sur Loose. Un fichier vidéo s'ouvrit. C'était des images de surveillance granuleuse d'il y a 10 ans. Une maison à Palmo. Un homme sortant de la porte d'entrée, allumant une cigarette alors que des flammes engloutissaient le bâtiment derrière lui. L'homme se tourna vers la caméra. C'était un plus jeune professeur Hale. Sophia laissa échapper un sanglot étouffé, couvrant sa bouche avec sa main. Dante mit la vidéo en pause. Il n'avait pas besoin de voir plus. Il plaça une main sur l'épaule de Sophia, serrant fort. « Nous l'avons, » dit Dante, sa voix froide comme la glace. Rocco, envoyez les fichiers financiers au FBI anonymement. Détruisez le sénateur Sterling. « Et Grell ?» Rocco demanda. Dante regarda l'écran. Il ouvrit le fichier le plus récent, plan de vol sortant. « Il ne va pas en prison, » Dante dit. « Il essaie de courir. Il a un charter privé programmé pour 5h du matin depuis une piste privée dans le Jersey. Il va dans un pays sans extradition. » Dante se tourna vers Sophia. « Vous restez ici. Vous avez fait assez. Vous avez trouvé les preuves. Je m'occuperai du reste. » Sophia se leva. Elle essuya les larmes de son visage. Son expression avait changé. L'étudiante effrayée était partie. À sa place se tenait une femme qui avait marché à travers le feu. « Non, dit-elle. » Dante la regarda surpris. « Sophia, cela va être violent. Je ne vais pas l'arrêter. »« Je sais, dit-elle. » Elle marcha vers la table où Rocco avait disposé les armes. Elle ramassa un pistolet lourd. Elle ne le tenait pas comme un gangster. Elle le tenait comme un outil lourd et dangereux qu'elle ne voulait pas toucher, mais qu'elle devait utiliser. « Il a tué ma famille, dit-elle, regardant Dante dans les yeux. J'ai passé 10 ans à fuir. Je ne regarderai pas depuis un moniteur pendant que vous y mettez fin. Je viens avec vous. » Dante la fixa. Il vit la détermination dans sa mâchoire. Il réalisa qu'il ne pouvait pas l'arrêter même s'il le voulait. Et Dieu l'aide. Il ne voulait pas l'arrêter. Il la voulait à ses côtés. Elle était son égale. « Rocco !» Dante dit, ne quittant jamais le regard de Sophia. « Donnez-lui une veste. » Il marcha vers Sophia et prit le pistolet de sa main. Il vérifia la chambre, engagea la sécurité et le lui rendit. « Si vous venez, Dante dit, vous faites exactement ce que je dis.
Pas d'héroïsme. Nous mettons fin à cela et nous nous éloignons. Ensemble. Ensemble, répéta-t-elle. Dante attrapa son manteau. Allons prendre un avion. La piste d'atterrissage à Teterboro était une étendue désolée d'asphalte mouillé, illuminée seulement par les lumières stroboscopiques d'un jet Gulfstream en attente. Les moteurs gagnaient déjà, un cri aigu coupant la brume d'avant l'aube. La Maybach de Dante ne roula pas juste sur le tarmac. Elle l'envahit. Rocco roula droit vers le nez de l'avion, virant au dernier instant pour bloquer la piste, les pneus crissant. Avant même que la voiture ne s'arrête, Dante était dehors. La pluie le trempa instantanément, collant ses cheveux à son front. Il leva son arme, visant directement l'escalier ouvert de l'avion. « Coupez les moteurs !» rugit Dante. Le pilote, voyant l'armement lourd, n'argumenta pas. Les turbines se réduisirent au silence. Au sommet de l'escalier, le professeur Hale apparut. Il tenait une mallette, la sauvegarde physique de sa fortune. Il regarda Dante et puis il vit Sophia sortir de la voiture derrière lui. Elle tenait le pistolet à deux mains, juste comme Dante le lui avait montré. Elle ne tremblait plus. « C'est fini, Hale !» cria Sophia par-dessus le vent. « Le FBI a le grand livre. Le sénateur est déjà en garde à vue. Vous n'avez nulle part où atterrir. » Hale se tenait au sommet de l'escalier, les regardant comme un roi sur un château en ruine. Il rit, un son maniaque et brisé. « Vous pensez que je me soucie du sénateur ?» cria Hale en retour. « J'ai des comptes dans des endroits que le FBI ne peut même pas se trouver sur une carte. Vous ne pouvez pas m'arrêter, Sophia. Je suis l'architecte de ce monde. Vous n'êtes qu'une note de bas de page. » Il tendit la main dans sa veste. « Ne le faites pas !» Dante avertit, son doigt se resserrant sur la gâchette. Hale ne tira pas de pistolet. Il tira un détonateur. « Si je pars, » Hale sourit, « les preuves partent avec moi. L'avion est truqué. Un clic et cette mallette est la preuve de qui a tué votre père. Brûle. » Il tenait son pouce sur le bouton. « Laissez-moi partir, Sophia, et vous pourrez garder votre petite romance. Arrêtez-moi et vous perdez la vérité pour toujours. » Dante hésita. Il regarda Sophia. Il savait combien cette clôture comptait pour elle. Il ne tirerait pas si cela signifiait détruire sa paix. Sophia abaissa son pistolet. Elle regarda l'homme qui avait hanté ses cauchemars pendant 10 ans. Elle pensa au feu. Elle pensa à l'âge d'or. « Vous mentez, » dit Sophia. Sa voix était calme. Elle cligna des yeux. « Quoi, vous mentez ?» répéta-t-elle s'avançant. « Vous êtes un narcissique, professeur. Vous avez passé 40 ans à construire votre réputation. Vous avez archivé chaque escroquerie, chaque dollar, chaque victoire. Vous n'avez pas truqué l'avion pour faire exploser les preuves. Vous êtes trop fier pour détruire votre propre héritage. » Le visage de Hale tressaillit. Elle l'avait lu parfaitement. « Vous ne tenez pas un détonateur. » Sophia dit, levant son pistolet de nouveau. « Vous tenez un ouvre-porte de garage. » Le bluff de Hale se brisa. Dans un spasme de rage, il leur jeta le faux détonateur et tendit la main pour le vrai pistolet dans sa ceinture. Il était trop lent. Dante ne tira pas. Sophia le fit. Crac! Le tir était large. Il toucha la rampe métallique à côté de la main de Hale. Des étincelles volèrent. Ce n'était pas un tir mortel, mais cela le terrifia. Il trébucha en arrière, trébuchant sur ses propres pieds, et dégringola les escaliers métalliques, s'écrasant sur le tarmac mouillé aux pieds de Dante. Dante se tint au-dessus de lui, le regardant avec une froide indifférence. Il repoussa le pistolet hors de portée de Hale. Hale gémit, serrant ses côtes meurtries. Il leva les yeux vers Sophia, qui marchait vers lui. L'étudiante était devenue la maîtresse. « S'il vous plaît, » elle était Hale. « Sophia, j'étais juste un intermédiaire. Je peux vous donner des noms plus grands. » Sophia le regarda. Elle vit un vieil homme pathétique en smoking mouillé. « Je n'ai pas besoin de noms, » dit-elle doucement. « J'ai le grand livre. » Elle se tourna vers Dante. « J'en ai fini avec lui. » Dante hocha la tête. Il attrapa Hale par le col et le traîna vers Rocco,
qui attendait avec des serre-câbles. Le FBI sera là dans 5 minutes, Dante dit à Hale. Vous allez passer le reste de votre vie dans une cellule à expliquer comment une serveuse vous a déjoué. Dante se tourna de nouveau vers Sophia. Les sirènes de police hurlaient au loin, devenant plus fortes. Il marcha vers elle, prenant le pistolet de sa main et le glissant dans sa ceinture. Il lui prit le visage, essuyant la pluie de ses joues. « Vous ne l'avez pas tué. » Dante dit, l'air impressionné. « Il ne vaut pas la balle, » répondit Sophia. « Et d'ailleurs, j'ai une thèse à finir. » Dante rit, un son chaleureux et sincère qui brisa la tension de la nuit. Il l'embrassa, féroce et possessif, juste là sur la piste, alors que les lumières rouges et bleues des voitures de police inondaient la scène. « Oubliez la thèse, » Dante murmura contre ses lèvres. « J'ai une meilleure offre d'emploi pour vous. »« Cela implique-t-il de servir ?» demanda-t-elle, souriant pour la première fois depuis des jours. « Non, » Dante dit, prenant sa main alors qu'il se tournait pour faire face aux autorités. « Cela implique de diriger l'Empire. » 6 mois plus tard, la salle d'Obsidienne était pleine. La table 9 était occupée comme toujours par Dante Casaro. Mais cette fois, il n'était pas assis en face d'un banquier terrifié. Il était assis en face de Sophia. Elle ne portait pas de tablier. Elle portait un blazer blanc structuré, ses cheveux lâches et brillants. Elle révisait un contrat pour une fusion de transport maritime en Méditerranée. « La syntaxe au paragraphe 4 est ambiguë, » Sophia dit, encerclant une clause avec un stylo plume doré. Ils essaient de cacher une boucle tarifaire. Nous le rejetons. Dante prit une gorgée de son vin, la regardant avec une fierté sans honte. « Vous êtes impitoyable, Madame Casaro. »« J'ai appris des meilleurs, » elle fit un clin d'œil. Un serveur s'approcha de la table, un jeune homme nerveux, tremblant légèrement alors qu'il tenait l'image d'eau. Il regarda Dante avec peur. Sophia plaça doucement sa main sur son verre. Elle regarda le jeune serveur et sourit chaleureusement. « C'est bon, » dit-elle. « Respirez juste et regardez la grammaire sur le tableau des spéciaux. Vous avez mal orthographié prosciutto. » Le serveur cligna des yeux, sourit nerveusement en retour et versa l'eau. Dante tendit la main à travers la table et prit sa main. La serveuse, qui en savait trop, était devenue la femme qui régnait sur tout. Et la meilleure partie, c'était toute complètement réelle. Et c'est l'histoire de comment Sophia Ricci, une serveuse qui n'avait rien à perdre, a utilisé une leçon de grammaire pour faire tomber un empire de plusieurs millions de dollars. Cela ressemble à de la fiction, n'est-ce pas? Mais dans le monde de la haute finance et du crime organisé, le plus petit détail, un mauvais timbre, un bégaiement nerveux ou un dialecte de 1947 peut être la différence entre une fortune et des funérailles. Sophia a prouvé que la connaissance n'est pas seulement le pouvoir, c'est la survie. Si vous avez apprécié cette plongée profonde dans le monde souterrain de la mafia, faites-moi une faveur, écrasez ce bouton « J'aime ». Cela aide l'algorithme à trouver plus d'histoires comme celle-ci. Vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une partie. Et je veux savoir, quelle est la seule compétence que vous avez qui pourrait vous sauver la vie dans une situation à enjeu élevé? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Restez en sécurité, restez affûtés et je vous verrai dans la prochaine histoire.